Ça fait maintenant un mois que je m'en sers quasiment tous les jours. Je vous parle aujourd'hui de la Kandao QCam 8K, une caméra 3.6. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar and walk away. Alors dans l'univers des caméras 3.6, il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde que beaucoup connaissent des caméras grand public, avec la GoPro Fusion, puis la GoPro Max, l'Insta360 One X, puis la One R. Et après il y a le monde des caméras professionnelles, avec des caméras à plusieurs milliers d'euros, des caméras qui sont souvent assez énormes en taille, comme la Kandao Obsidian R, l'Insta360 Titan, des caméras qui sont vraiment énormes en possibilités. Et la marque Kandao, qui est connue dans ce domaine des pros, a récemment sorti la QCam 8K, qui est censée amener des caractéristiques professionnelles dans des caméras et dans des prix grand public. Alors maintenant ces caractéristiques, cette QCam 8K comme son nom l'indique peut filmer en 8K, en 420 10 bits. 10 bits c'est vraiment important par rapport aux 8 bits que propose la concurrence dans cette gamme de prix, dans des plans qui sont un peu difficiles au niveau luminosité, on va arriver à garder de la couleur, c'est vraiment une bonne caractéristique. Elle propose aussi de la 4K à 120 fps, donc du ralenti qui est possible, contrairement à la GoPro Max. On peut monter ce ralenti à 900 fps grâce au logiciel sur ordinateur, on filme en 4K 120 et après il transforme ça en 900 fps. Ça marche vraiment très bien. Donc au niveau définition, profondeur de couleur, débit, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Alors quand je vous parle de 8K, c'est forcément 8K sur l'ensemble de la sphère qui est filmée. Mais quand on va recadrer pour garder un angle de champ qui nous intéresse, on aura beaucoup moins que du 8K. D'où l'intérêt d'avoir des caméras 3.6 qui ont une grande définition. On peut garder de la qualité quand on va recadrer. J'ai fait d'ailleurs tout récemment un tuto sous DaVinci Resolve, dont je vous mets le lien à l'écran ici, pour vous expliquer comment faire de l'overcapture ou du recadrage de vidéos 3.6. Et là je vous montre quelques plans que j'ai filmés à la QCam 8K et que j'ai recadré ensuite en suivant cette méthode pour que vous voyez un petit peu la qualité qu'on garde quand on fait ce recadrage de la QCam 8K. Alors au niveau objectif, on en a deux qui sont chacun de 200 degrés et qui ouvrent à f2 et ils sont reliés donc à deux capteurs qui font chacun 1 sur 1,7 pouces. Donc c'est vraiment une grosse différence quand la luminosité est compliquée. D'avoir ces capteurs en plus, c'est vraiment un gros plus. Ils sont cela dit plus petits que la Ricoh Theta Z1 qui elle est à plus de 1000 € mais qui a des capteurs de 1 pouce. Alors au niveau de la photo, c'est vraiment excellent aussi. On a du 7680 par 3840 pixels en 12 bits. Ça c'est le mode standard. Et il y a un mode qui est vraiment super, qui est le DNG8. Une sorte de bracketing interne où la caméra prend 8 photos avec en faisant varier l'exposition et assemble en interne directement le résultat. Ça c'est vraiment top. On peut aussi bien sûr assembler soi-même si on veut les photos avec un logiciel. Mais en tout cas, elle le fait en interne et propose un résultat qui est vraiment super. C'est très largement au-dessus en termes de qualité de ce que peut prendre la GoPro ou l'Insta360 One R. Le gros plus de ce mode, c'est aussi qu'il gère le flou de mouvement. Donc quand on prend des photos comme ça à main levée ou s'il y a un peu de mouvement, et bien ça va tout gommer, choisir une photo parmi les 8 pour faire la référence et on aura une photo sans flou de bouger. C'est vraiment énorme. Alors elle pèse 246 grammes et elle a un format et une taille qui sont assez particuliers mais qui tient quand même dans la poche. On est quand même beaucoup plus volumineux qu'une GoPro Max. On n'est pas du tout étanche, ce n'est pas une caméra d'action. Donc elle ne remplace pas une caméra d'action 3.6, pas du tout, c'est pas le but, mais elle reste quand même transportable facilement. On a beaucoup de métal et un peu de plastique, ça c'est solide, moi j'ai pas eu de soucis avec depuis un mois que je l'ai, ni de rayures, bref ça c'est costaud. Un truc qui est vraiment super, c'est que sur le côté ici on a une prise micro, une prise mini jack, ça c'est vraiment top parce que il n'y a pas de prise propriétaire comme font les concurrents, on n'a qu'à brancher directement son micro externe. Moi j'y branche souvent mon micro sans fil Rode wireless avec un petit fil ici que j'enroule le long du monopode et donc ça fait disparaître le récepteur et puis bon l'émetteur je le garde sur moi et en tout cas cette petite prise micro est vraiment un gros plus, d'autant que le son en interne n'est pas formidable, il fait un peu le boulot mais il vaut mieux quand même utiliser un micro externe. Elle a un très grand écran tactile en façade qui est vraiment très pratique, il fait 2,4 pouces, c'est le plus grand de la catégorie. Les seuls écrans équivalents ou plus grands sont chez des caméras qui valent plusieurs milliers d'euros et avec cet écran tactile on peut
tout voir, tout cadrer sur l'ensemble du 360, l'ensemble de la sphère, contrairement au cadrage avec une GoPro Max qui est beaucoup plus limité. Bref, ce grand écran permet de régler la caméra et aussi de cadrer les photos ou les vidéos qu'on va prendre. Au niveau mémoire, on a une mémoire interne de 64 Go, ce qui est super d'avoir cette mémoire à disposition. Et on peut aussi mettre bien sûr une carte SD, par contre il faut qu'elle soit très rapide forcément. La batterie fait 3600 mAh, on peut la charger en USB-C avec le câble fourni, on peut la charger aussi avec une batterie externe tout en utilisant la caméra, c'est vraiment sympa. Au niveau de la durée d'enregistrement, quand on est à pleine batterie, on a environ 3/4 d'heure d'enregistrement à résolution, à définition maximale. Niveau stabilisation, c'est vraiment top, c'est vraiment du super boulot, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Un gros plus, c'est qu'elle est fournie avec différents câbles pour la relier à vos smartphones, donc tout ce qui est enregistré dessus, on peut soit le mettre sur un ordinateur avec un câble USB-C, soit le mettre sur le smartphone en la reliant soit en Wi-Fi, soit par câble qui est fourni. Ça c'est un gros plus de pouvoir transférer directement de la caméra au smartphone par câble, c'est bien plus rapide que le Wi-Fi propose par exemple la GoPro. Quand on a des gros fichiers comme ça, c'est vraiment super. Pour ce qui est de éditer et travailler les vidéos, soit on le fait sur un PC ou un Mac, soit on le fait sur le smartphone. Mais c'est pas aussi compliqué et c'est beaucoup plus puissant que chez GoPro par exemple, parce que quand on est avec le smartphone, on peut exporter en 4K, mais on peut aussi, si on est branché si on branche la caméra au smartphone, on utilise le GPU de la caméra et on peut exporter aussi en 8K depuis le smartphone. Donc c'est d'une part beaucoup plus rapide de transférer les fichiers par fil vers le smartphone et c'est en plus beaucoup plus complet et puissant d'utiliser l'édition en étant branché à la caméra. C'est vraiment un gros plus. Gain de temps, gain de qualité. Le logiciel QCam sur Mac ou PC permet d'assembler et d'exporter les photos et vidéos prises par la caméra. Il est pratique, il marche bien, c'est aussi là qu'on peut faire les super ralentis à 900 images par seconde. Il faut savoir qu'il est certifié ProRes, donc on peut exporter en ProRes, ce qui est vraiment génial parce qu'on a une meilleure qualité qui est après plus simple à traiter par DaVinci Resolve. Et enfin au niveau tarif, on est à peine en dessous de 600 €. Moi je l'ai acheté à ce prix-là. Je vous mets un lien pour ceux qui sont intéressés vers le site Studio Sport si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Quand je l'ai acheté, j'ai reçu avec la petite housse comme un peu en néoprène quoi, qui est pratique, hein. Moi je la glisse dedans, je mets la lentille de ce côté là et comme ça hop elle est protégée, ça évite qu'elle soit rayée. Elle est fournie aussi avec un petit contour ici qui protège la caméra, c'est un petit contour en caoutchouc et elle est aussi fournie avec un monopode. Pour ceux qui ne savent pas, le monopode c'est beaucoup mieux que le trépied pour les caméras 3.6, ça permet de faire disparaître complètement le trépied et c'est beaucoup plus simple après quand on fait des photos par exemple de faire disparaître le petit trépied du monopode qu'un gros trépied complet. Alors ce monopode qui est fourni avec, il est bien, il est pratique, il y a une poignée un peu en mousse qui est agréable, il est un peu léger. Ce trépied il est fourni aussi avec un petit clips là qui permet d'accrocher un support d'iPhone qui est fourni aussi et ce qui est assez pratique, on peut avoir la caméra au bout du monopode qui est déplié et garder le contrôle de ce qu'on filme et le contrôle de la caméra avec le smartphone. Cela dit, ce monopode il est un peu plus léger, un peu moins bien conçu que mon monopode principal, donc moi je garde tout le temps, quasiment tout le temps, le monopode Bushman V2 qui lui est vraiment du costaud de chez costaud. Alors maintenant les points négatifs, est-ce que cette caméra écrase vraiment la concurrence dans cette gamme de prix? Alors il faut savoir que c'est pas une caméra d'action, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas étanche, elle est moins résistante que ses concurrentes GoPro Max par exemple, donc par rapport à ce point là, elle peut pas remplacer une GoPro Max ou une Insta360 One Air. Il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de soucis logiciels qui expliquent que je fasse cette vidéo un petit peu tard. Je voulais vraiment attendre que le logiciel soit stable, c'est maintenant le cas, ils sont très réactifs Kandao par rapport aux remarques des différents utilisateurs et maintenant moi j'ai aucun souci avec, elle marche vraiment très bien. Certains se posent la question de la qualité de l'objectif qui pourrait expliquer des fois des petits soucis de stitching, donc d'assemblage des photos et des vidéos. Alors sur ce point c'est vrai que moi j'ai eu parfois des petits soucis d'assemblage, de stitching, selon où est placé le soleil, il m'est arrivé d'avoir des petites lignes qui apparaissaient ou bref ça m'est arrivé, mais j'ai du mal à dire d'où ça vient et à chaque fois j'ai pu contourner le problème en modifiant comment était placée la caméra. Il y a différentes choses à savoir dans ce sujet là, par exemple qu'il faut toujours que le soleil soit sur le côté stitching de la caméra. Bref, pour l'instant j'ai pas vraiment de conclusion au niveau de la qualité des objectifs. Un défaut qu'elle a pour l'instant, c'est qu'elle ne propose que du 30 images par seconde. Ça pour moi c'est un défaut parce que comme vous savez je filme tout en 25 images par seconde quand je suis en France et donc quand je veux mixer des plans filmés à la QCam 8K où je parle notamment avec des plans normaux filmés au Lumix G9 par exemple, et bien j'ai un petit souci parce qu'il faut que je ralentisse, que je modifie ceux de la QCam 8K, ce qui modifie aussi mon son. Bref, ça rend les choses plus compliquées pour l'instant. J'espère qu'il y aura une mise à jour pour amener très prochainement le 25 images par seconde à la QCam 8K. Alors pour résumer simplement, cette caméra prend beaucoup plus d'informations que la GoPro Max par exemple. Dans les basses lumières, les hautes lumières, la définition est supérieure, le débit est supérieur, tout est supérieur. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous aurez une meilleure image ?
Pas forcément, la GoPro Max est très forte pour faire de belles images quand les conditions sont bonnes. Avoir plus d'informations ne veut pas dire que vous aurez une bien meilleure image, tout dépend de ce que vous savez en faire, de ce que vous pouvez en faire. Cette caméra s'adresse aux amoureux des images et vidéos 3.6 qui ont le temps et le matériel pour traiter ces images-là. Si ce n'est pas le cas, dirigez-vous vers une caméra qui est plus simple, qui prend moins d'infos, comme une GoPro Max ou une Insta360 One R ou One X. Si vous êtes bien équipé et très motivé, ou que vous êtes déjà un amateur averti dans le domaine, c'est une bonne solution pour avoir des photos et des vidéos meilleures quand les conditions sont difficiles, avoir une meilleure définition, un meilleur rendu. Et enfin, ceux qui font des visites virtuelles professionnelles avec une caméra 3.6, c'est une bonne option parce qu'elle est beaucoup moins chère que la Ricoh Theta Z1. Oui, elle est moins bien, ses capteurs sont plus petits, mais le mode DNG8 fait qu'on peut arriver à avoir des photos vraiment superbes. Je ferai des vidéos pour comparer la Kokam 8K à des caméras 3.6 dans les semaines à venir. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous mais chez vous.